Bon, est-ce qu'on parle de rock and roll? Rock and roll. Rock and roll, allez, let's go. Ouais, bon donc, alors par où commencer? Commençons par le début. J'avais envie de vous faire voyager parce que je ne peux pas. J'avais l'habitude en tout cas de partir dans les alentours de mon anniversaire en Australie pour y passer une semaine, une dizaine de jours pour marquer le coup. Donc n'ayant pas eu l'occasion de partir depuis un petit moment, c'est vrai que l'Australie me revenait un petit peu en tête. Inconsciemment, je l'écoutais de plus en plus de musique aussi, de groupes du pays des kangourous. J'avais un bouquin sous la main que j'avais acheté au dernier voyage que j'avais fait qui s'appelle Roadies de Stuart Coupe et en fait qui réunit des anecdotes, alors histoire, expériences de roadies australiens qui ont bossé avec des pointures mais aussi bien du pays que d'étrangers et même qu'on connaît. Et en fait ça m'a donné envie de creuser un peu plus parce que par rapport à ce que j'entends, de ce que je connais via ce que l'internet m'apporte musicalement et de ce que j'ai lu, je me suis dit il y a une culture peut-être plus grande que ça au niveau rock'n'roll en Australie. Donc j'ai fait mes petites recherches. C'est vrai que l'histoire rock'n'roll en Australie est plutôt dense. Alors je vous propose la première partie et si elle vous plaît suffisamment, il y en aura une deuxième. Ouais, la pub. C'est vrai qu'au début moi tout ce que je voulais rechercher c'était vraiment par rapport au groupe qui m'intéressait ou la période qui m'intéressait. Donc autant dire là où j'ai à peu près grandi ou vécu 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir du moment où j'ai commencé à rechercher l'histoire du rock'n'roll en Australie, ça remontait beaucoup plus loin que ça remontait aux années 50. Et c'est vrai qu'ils ont une première période qui va des années 50 aux années 70, qui elle se sépare encore en 3 catégories, en 3 vagues. Et après tu as la période des années 80, 90, 2000. Donc tu as la première période des années 50, je n'étais pas né. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ces années-là, ce qui est sympa, c'est que tu as l'impression que c'est un petit peu le même vécu qu'en Nouvelle-Calédonie. L'Australie, ça reste quand même plutôt éloigné du reste du monde. On est dans le trou du cul du monde, il n'y a rien qui passe par chez nous, ça met du temps à arriver. Oui. On dirait que dans les années 50, tu as beaucoup plus de bateaux qui arrivent que d'avions. Ok. Par exemple, non, j'étais pas là, mais ça coûtait encore plus cher l'avion à l'époque. Juste pour exemple, tu avais la chanson Rock Around the Clock qui est sortie dans les années 45 aux États-Unis. Et ça fait comment cette chanson? Round the clock, you rock, rock, around the clock. C'est ça? Ouais, Ok. oui, c'est ça. Jesus, c'est pour ça que j'ai donné que le titre. Ok, d'accord. Ok. Et cette chanson, elle est sortie dans les années 45 aux États-Unis et il n'y a que dans les années. Bah, du coup, elle est sortie en 45 aux États-Unis, il n'y a qu'en 47 qu'elle arrive en Australie. D'accord. Donc, pour te donner le temps d'attente avant d'être à la décalage horaire. C'est ça. Donc, autant dire que, déjà, pour faire simple, dans des années 50 aux années 70, l'Australie va avancer à son rythme au niveau musical, parce qu'elle n'a pas le choix. C'est là où, justement, on va pouvoir remercier un entrepreneur américain qui va venir s'installer à Sydney, Lee Gordon, qui va devenir tour manager. Alors lui, il va tout de suite envoyer du steak en faisant venir des mecs comme Jerry Lee Lewis, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Chuck Berry et d'autres encore. Et le fait de faire venir ces gars-là et ces nanas, bah du coup ça va créer une certaine émulsion au niveau musical. Enfin, je veux dire, t'es dans le trou du cul du monde, t'as la musique qui est un petit peu en retard et lui te permet d'avoir des choses, tu vois, à l'instant là en concert. Voilà ce qui se fait dans le monde extérieur et c'est voilà ça, c'est ça. Donc les années 50 plutôt, ça commence à stagner un petit peu au début et là quand Lee Gordon il arrive, là ça commence un petit peu à démarrer, à lancer la machine. Il va aussi, on peut parler aussi de la première légende du rock entre guillemets australienne, c'est Johnny O'Keefe qui justement va faire une tournée à l'échelle nationale. Le tour manager sera Lee Gordon. D'accord. Et qui va être un des premiers justement à animer une émission de rock à la télévision et de tenter de percer aux États-Unis. Alors ça aussi c'est ce qui va permettre au pays de se dire ah putain on peut essayer de faire quelque chose d'autre et de permettre à une poignée d'artistes de tenter de faire quelque chose en Australie. On est dans les années 50, autant dire que ça va pas se bousculer, ça sera vraiment voilà Johnny O'Keefe et quelques gars qui vont se partager la scène. D'accord. Donc ça va durer une dizaine d'années et c'est pour ça que la scène va être un petit peu fat, ça va vite redescendre. Ah oui, après ce qu'il y a c'est que c'est vrai que c'est les années 50, faut pas oublier que les gars ils faisaient un petit peu de goody two shoes, un peu comme les Beatles. On est beau, on est bien habillé, c'est sympa, voilà. 10 ans, ils ont fait un bon chemin quand même. Maintenant, faut partir, monsieur. Pas rester là. Alors, la première partie, c'était années 50-60. La deuxième partie, c'est 64-69. Ne me demandez pas ce qui s'est passé pendant les 4 ans. Je sais pas, ils écoutaient plus de musique peut-être.
mais tu vas avoir la période beat boom. Beat boom, vous connaissez comme le beat. Le beat boom. Yeah, le beat boom. Voilà. Ok. Avec entre autres le passage des Beatles à Daylight qui va être une fureur totale. Tu auras la moitié de la population qui sera dans les rues pour les voir passer. Et du coup, ça va vraiment motiver les gars à se mettre à la musique et tu vas te retrouver avec plein de groupes dans les studios, en live. Ça va vraiment créer quelque chose musicalement. Après, ce qui s'est passé aussi, petit retour en arrière, dans les années 50-60, il y a eu quand même une grosse part d'immigration qui venait d'Europe, donc entre autres des Royaumes-Unis, de Grèce, d'Italie, d'Espagne. Et tous ces gens qui ont émigré avec leurs enfants, et ils ont quand même injecté quelque chose dans la deuxième vague musicalement. Et donc on arrive dans la deuxième vague, donc le beat boom, et dans cette période là on va avoir en résultat justement de cette immigration une formation qui va se faire en Australie, les Bee Gees. Donc même s'ils ont quelque chose de beaucoup plus pop, autant dire qu'ils vont devenir phénoménal à un niveau mondial, et ça n'empêchera quand même pas la création des garage band, les groupes qui jouent dans leur garage et tout machin, et l'arrivée du punk. Donc voilà. Souvent c'est comme ça que ça se passe, hein. Quand il y a un genre musical qui perce, il y a forcément son opposé par opposition ou par contradiction ou par nous on n'aime pas ça mais moi je préfère ça, et forcément t'as d'autres groupes qui grandissent, mais le fait au moins de pouvoir mettre le pays sous les projecteurs et je dirais de pouvoir au moins attirer des artistes ou de ce genre de choses, effectivement ça permet de tout emmener. Putain, moi j'aurais bien voulu y être à cette époque là avec les Bee Gees. Avec les Bee Gees machin. Non mais franchement si j'ai vu quelques photos justement parce que je suis sur une page sur Instagram. C'est History Image, et en fait c'est des photos justement, et la dernière fois il postait c'est une photo de Surfers Paradise, mais tu l'aurais pas reconnu. Tu l'aurais pas reconnu. Genre juste une plage. Non mais c'était une plage, mais et là les pétons c'était des stands, mais c'était des trucs en carton quoi. C'était c'est pas ce que c'est aujourd'hui, tu sais, où c'est vraiment le truc touristique. Là t'avais, et surtout je regardais les prix, tu vois, et genre c'était comme on voit dans les films, 25 cents, 50 cents, des trucs comme ça. Affolant. Mais la deuxième vague elle va vraiment venir, et puis la première qui a été là et qui malheureusement a eu un départ flamboyant et je dirais un petit peu qui s'est figé. La deuxième va venir et puis va grand coup de jeunes mettre un coup de botte là-dedans, désolé hein. Mais la deuxième va vraiment venir et pousser tout ça pour créer un choc, comme je te dis. Ça va être des centaines de groupes qui vont se mettre en live, qui vont se mettre en studio, et ça va commencer vraiment à bouger. D'accord. Après, c'est vrai qu'on reste quand même dans les années 60-70, et du coup on arrive à la troisième vague. Ces gens-là, ils ont un petit peu pris de l'âge, donc ces centaines de groupes qui s'étaient... Alors, la troisième vague, pour information, c'est 70-75. Ok. Voilà, je vérifie. C'est ça, je suis dans le juste. C'est court quand même à chaque fois. Ouais, mais c'est la création d'un... Tu sais, je repensais à ça, je m'égare un petit peu, mais tu vois, je repensais au grunge. Le grunge, ça a été 10 ans. Oui, ok, oui, c'est vrai. Donc et là encore, on parle juste de faire avancer un mouvement. Le grunge, ça a été le créer, ça a été le temps qu'il prenne, le temps que ça marche, le temps qu'il s'arrête parce que justement il y avait des trous de cul qui a commencé à arriver. Puis on arrive à la troisième vague de 70 à 75. Et donc tous ces gars qui étaient arrivés dans les années 60 en disant écoutez, vous êtes trop vieux et nous maintenant on prend la relève parce que c'est nous la relève. La relève. Ça tombe bien. Et ces gars, finalement, les groupes, soit ils se dissouent, soit ils disparaissent du paysage, ou soit ils se reforment, mais pour créer un son plus australien. D'accord. Il n'y en a pas qui profitent de ça pour partir justement voir si ça marche, s'exportent et puis ça c'est bien que tu poses la question parce que c'est deux problèmes qu'ils ont. C'est de s'exporter, parce que c'est le problème encore à l'époque, c'est au niveau de la technologie, c'est dur de pouvoir donc c'est s'exporter. Et la deuxième, c'est de passer sur les ondes. Oui, Passer sur les ondes, c'est compliqué parce que en fait, les broadcasters sont là depuis les années 30 et ils ont ma mise dessus. Ils ont quand même un certain pouvoir sur le gouvernement et c'est difficile pour de nouveaux broadcasters de s'installer et de pouvoir faire passer de nouvelles choses. Et autant dire que ceux qui sont installés là depuis les années 30, ils sont plus pour le pop song où c'est le format de 3 minutes et puis après tu passes le format c'est more song je crois.
Et justement, more song, Oui, d'accord. en faisant passer des pop songs où tu sais que ça dure 3 minutes. Donc voilà, ils ont ce problème-là, hein, c'est que difficile de s'exporter et difficile de passer sur les ondes. Mais les années 70, on arrive à la fin et du coup on s'approche des années 80, on se rappelle tous de nos cassettes, de nos VHS, de notre télé couleur. Et c'est là où justement le changement va se faire, où justement l'Australie va pouvoir se mettre dans la boucle du reste du monde. C'est que justement la télé en couleur arrive, les chaînes FM arrivent justement pour les broadcasters, parce qu'avant c'était que du AM, donc du coup le FM arrive, là ça laisse la porte ouverte aux autres qui peuvent venir s'installer, donc plus de musique. Et surtout l'arrivée des discothèques aussi. Okay. L'arrivée des discothèques, et du coup avant c'était les balles dansants, donc ça les enfants ils abandonnent les balles dansants des parents pour se diriger vers les discothèques ou les bars où justement des groupes se produisent en live. Logique. Voilà. Et donc là, en fait, moi qui avais fait cette recherche en me disant je vais pouvoir découvrir un petit peu plus sur les groupes que j'aime, en fait j'arrivais à la fin de l'histoire où là ça allait réellement démarrer pour moi. Okay. Mais j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que, comme je me le disais, on sait tellement peu de leur culture sur certains points. Et histoire musicale quoi finalement. Ouais. Il n'y a que les groupes connus internationalement. Tu vois, les groupes australiens. In Excess, Midnight Oil, enfin tu vois. Que les groupes comme ça qu'on connaît mais sans forcément connaître l'histoire effectivement de la musique en Australie quoi. Enfin, oui, on prend le groupe tel quel et on se pose pas plus de questions, et c'est justement grâce à ce bouquin je me suis dit les Roadies ils avaient vraiment un boulot, mais dans ce bouquin là justement le gars raconte qu'un Roadies à l'époque, et n'importe quelle époque mais que déjà c'est celui qui conduisait, c'est celui qui installait les lumières, c'est celui qui faisait les réglages de son, celui qui se battait des fois avec les mecs dehors parce que les gars voulaient taper ceux du groupe. Enfin, et tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il y a beaucoup plus que ce qui paraît. Et là, je suis arrivé au moment où on va vraiment arriver à quelque chose d'intéressant. Donc ça pourra nous parler, parce que comme je te dis, les années 50, on n'y était pas. J'espère que ça vous a plu. Et puis la prochaine fois, on essaie de parler quelque chose qui nous concerne un peu plus pour certains, parce que d'autres non. 80, 90, 2000. Et là, il y en aura, mais voilà. Mais ils peuvent être fiers, les Australiens, parce qu'ils... Ouais, non, mais honnêtement, musicalement, c'est pour ça, j'avais la nostalgie, et le petit truc que je fais qu'à chaque fois que je pars, c'est que je me suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que j'avais tendance à mettre beaucoup de musique australienne. D'accord. Quand j'étais là-bas en vacances. Et justement, à chercher des groupes que je connaissais pas. Tu devrais faire une playlist australienne. Ouais, carrément. On en fera une spéciale. Enfin voilà, si vous avez aimé le sujet, mettez un like, dites si vous voulez l'autre. Moi, après, de toute façon, j'en parlerai. C'est pas grave. On en parlera quand même, parce que c'est vrai que j'ai aussi ce souvenir, tu sais, parce que les premiers voyages que j'ai fait avec mes parents, c'était à Sydney dans les années 90 ou un truc comme ça. Et pareil, j'ai des souvenirs musicaux en regardant la télé, tu sais, en attendant les dessins animés, et j'ai des brides, tu sais, de musique qui me repassent. À ce moment-là, je m'intéressais pas du tout à la musique, mais maintenant, avec le recul, je me dis, putain, mais comment ça aurait été cool d'être un adolescent à cette époque à Sydney. Enfin voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont pas restés jusqu'au bout, ceux qui sont restés au bout, vous dites à ceux qui sont pas restés jusqu'au bout, fallait rester jusqu'au bout. Voilà, merci. Dites tout ça en anglais maintenant. I don't wanna compromise.